Ben 10, Foot de rue, les Wings, tant de dessins animés qui nous ont accompagnés lors de notre enfance, dont on se souvient parfaitement. Malheureusement, il en existe plein d'autres dont on ne parle pas aussi souvent. Alors il est temps de redécouvrir 5 dessins animés de votre enfance que vous avez sûrement oubliés. Dans l'imaginaire commun, les géants sont souvent vus comme des créatures mythiques dépassant les montagnes et ayant vécu très longtemps. Mais ça donnerait quoi l'histoire d'un enfant géant? C'est ce qu'on nous raconte dans La Petite Géante. Sauf qu'Emily n'est pas née géante. Elle le devient dès lors qu'elle met les pieds dans la vallée où elle passe ses vacances d'été. Elle grandit mais n'atteint pas non plus la taille qu'on s'imagine quand on parle de géant. Bon, elle fait quand même 3 mètres, ce qui est très pratique pour elle, mais surtout pour les habitants qui n'hésitent pas à lui demander de l'aide de temps en temps. Malgré sa grande taille, aux yeux des adultes, elle reste quand même considérée comme un enfant. Et dans le village, elle se lie d'amitié avec Elmer et Fred. Ensemble, ils forment le clan du matin. Et bien sûr, à leur côté, il y a Kinubi, le panda qui parle. Il était à la base le sac à dos d'Emily, mais il a fini par prendre vie le jour où elle a grandi. Et ces deux éléments, c'est la preuve que la vallée n'a rien de normal. Déjà, on peut observer qu'il y a de nombreux animaux sauvages et surtout des insectes géants qui servent de moyen de transport aux habitants. Et parmi ces habitants se trouve un chaman qui cherche à connaître les secrets de la vallée et surtout pourquoi Emily est devenue géante. D'autant plus qu'Emily n'a pas vraiment de lien avec la vallée. Quand elle arrive, elle se fait recueillir par les parents d'Elmer, et on n'a pas d'explication sur les raisons de sa venue, ni même sur les raisons de sa transformation. Le dessin animé nous présente plutôt des épisodes sans aucun lien entre les autres. On suit juste les aventures d'Emily et de son clan, parfois en compétition avec les autres enfants du village qui forment le clan du soir. Cette rivalité existait bien avant l'arrivée d'Emily dans la vallée, mais elle a pris de plus grandes proportions depuis, car Calas, la chef du clan du soir, déteste Emily. Elle fera tout pour être meilleure que la petite géante et souhaite à tout prix qu'elle quitte la vallée, quitte à mettre les autres en danger parfois. La seule chose qui la définit, c'est sa jalousie envers Emily. Parfois, elle reste raisonnable quand il faut aider, et puis il faut dire qu'Emily n'est pas toujours sympa avec elle. Tu comptes faire quoi avec toute cette ficelle? Te ligoter et te jeter dans le lac si tu ne disparais pas de ma vue. Les histoires du dessin animé n'avaient rien d'exceptionnel. C'est surtout Emily qui découvrait la forêt de la vallée, qui résolvait des problèmes ou qui jouait avec ses amis. Les relations entre les personnages n'étaient pas plus développées que ça, et la taille d'Emily n'était pas non plus source de questionnement ou d'éléments perturbateurs. Sa taille intervenait seulement dans les moments d'action pour justifier qu'elle possède de meilleures capacités physiques qu'un habitant lambda. Par exemple, c'est souvent grâce à elle que les personnages se débarrassaient des animaux dangereux. Mais en dehors de ça, le dessin animé racontait rien de plus. C'est surtout l'esthétique et l'ambiance de la série qui la rendaient spéciale. Le design des personnages était très inspiré par les animés japonais, et les musiques traditionnelles et le lore autour de la vallée aidaient beaucoup à se projeter dans une ambiance fantastique quasi similaire à un Ghibli. Puis le générique ressemblait tellement à un opening. Le dessin animé aura eu le droit qu'à une seule saison, et les aventures d'Emily n'ont jamais eu l'occasion d'avoir une réelle fin. En même temps, compliqué d'en faire une quand la série ne possède pas d'histoire. Alors je vous propose qu'on aille plutôt voir du côté des Playmobil pour redécouvrir les aventures des Super Forts. Et oui, y a pas que les Lego qui ont eu le droit à des dessins animés. Vous avez sûrement grandi avec Ninjago ou La Légende de Shima, mais à côté de ça, Playmobil avait aussi des histoires à raconter. Leur première production était un film d'animation appelé Playmobil le secret de l'île pirate. Et 10 ans après, ils ont sorti Playmobil le film. L'histoire d'une adolescente qui doit sauver son frère transformé en Playmobil. Contrairement à Lego qui depuis les années 2000 possède énormément de productions animées, c'est vraiment à partir de 2020 que Playmobil se lance dans les séries d'animation. On retrouve Novelmore, un dessin animé dans l'univers médiéval, ou encore Dino Rise qui parle de dinosaures. Mais bien avant tout ça, en 2014, il y a eu les Super Forts. Cette équipe voyage à travers un monde séparé en 5 îles, chacune représentant un univers. Parmi elles, on retrouve l'île pirate, l'île féerique, l'île médiévale, l'île futuriste et l'île aux monstres, aussi appelée le monde perdu. Chaque membre de l'équipe est issu d'une de ces îles. Parmi eux, on retrouve Ruby. Elle a été recueillie par des pirates et élevée parmi eux. Mais malgré ça, les habitants de l'île ne la considèrent pas comme une véritable pirate, car selon eux, une fille ne peut pas l'être. Elle représente pourtant tout ce qu'on s'imagine d'un pirate, le vocabulaire, l'amour de l'or et surtout celui de l'aventure. C'est grâce à ça qu'elle rencontre Alex. C'est le prince du royaume de Medievalia. Il préfère voyager plutôt qu'être le futur roi de son île. Il a toujours aimé apporter son aide à ceux qui en ont besoin et c'est souvent lui qui permet aux Super Forts de s'en sortir. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'Étincelle rejoint l'équipe. C'est une fée qui a été bannie du royaume féerique car elle a transformé la reine en crapaud. Bien sûr, elle ne l'a pas fait exprès, elle a simplement du mal à maîtriser sa magie, ce qui fait qu'elle a
très peu confiance en elle. Mais malgré tout, ses pouvoirs restent très utiles aux super forts, même si Jean a du mal avec, puisqu'il ne croit pas du tout en la magie. Dans mes souvenirs, ce personnage était un espion, mais c'est pas du tout le cas. Avec son look en costard cravate et tous ses gadgets, il aurait pu l'être, mais non, c'est un scientifique. Et il a tendance à toujours chercher une explication logique à ce qui l'entoure, même au pouvoir d'étincelle. Il vient de Technopolis, située sur l'île futuriste. C'est grâce à lui que les super forts voyagent à travers le monde, à bord de son véhicule, le Caméléon. Il dispose de plein de gadgets à la pointe de la technologie, et vous vous en doutez, pour une fée, un pirate et un chevalier, tout ça, c'est pas ordinaire. Waouh, c'est un incroyable cheval. Un carrosse magique! Maléfique, oui, ça sent la magie noire cette affaire. L'équipe s'appelle les super forts, mais en réalité, ils sont 5. Et oui, parmi eux se trouve une petite créature qu'ils ont surnommée Alien. Ça pue sa grand-mère. Cet alien, en plus d'être la mascotte de l'équipe, possède aussi une histoire. Son peuple a été attaqué et depuis il est le seul de son espèce. Les super forts profitent de leur voyage pour l'aider à retrouver sa famille, mais aussi à découvrir qui a fait ça. Et des suspects, il y en a des tonnes. Chaque membre de l'équipe possède son rival. Ruby à barbe de requin, Alex le baron noir, Étincelle la sorcière Babacara et Jean le docteur X. Même Alien en a, les Furios, des ennemis de la tribu des aliens. Sans compter les différentes créatures et les nombreux personnages secondaires de la série. Super Force, c'était vraiment un dessin animé possédant un univers riche. Évidemment, l'objectif était surtout commercial, pour les jouets Playmobil et tous ces différents univers. Mais néanmoins, on plongeait facilement dedans et les histoires restaient assez intéressantes. Chaque personnage était mis en avant. On ne parlait pas uniquement de la technologie de Jean et de sa rivalité avec le Dr X, ou de la magie d'Étincelle et de ses problèmes avec les sorcières. Et si dans Super Fort, les sorcières étaient vues comme des êtres maléfiques, dans le prochain dessin animé, c'était tout le contraire. Cette fois, on parle d'un personnage marquant de la pop culture, puisqu'elle existe depuis 1962 sous la forme de comics. C'est en 1970 qu'elle débarque à la télévision, avec sa toute première série animée qui n'a jamais été diffusée en France, contrairement à la sitcom de 1996. Et vous avez sûrement eu la chance de voir quelques épisodes, puisqu'elle a été diffusée pendant un long moment sur des chaînes comme Gulli ou Canal J. Il s'agit de la première adaptation en live action, mais pas de la dernière, puisque Netflix a réalisé une série sur l'adolescente en 2020, avec une ambiance plus sombre et plus sérieuse. Si on revient vers les dessins animés, en dehors du premier des années 70, il y a eu 3 versions, et la dernière vous est sûrement familière. Sortie en 2013 et diffusée sur Disney Channel, elle présente un nouveau design à Sabrina et de nombreux personnages qu'on n'avait pas vus jusque-là. Mais bien avant ça, il y a eu cette version sortie en 1999, où l'on suit les aventures de Sabrina au collège. Mais le dessin animé qui nous intéresse est la suite de celui-ci. Cette fois, Sabrina est au lycée, et ça s'appelle Le Secret de Sabrina. Ça raconte l'histoire de Sabrina, une jeune adolescente qui jongle entre son quotidien de lycéenne et d'apprentie sorcière. Et qui dit apprenti dit école. Car oui, en plus d'apprendre l'histoire et les maths, elle va à l'école des sorciers pour apprendre à maîtriser la magie. Et elle en a bien besoin, car même si elle est assez douée dans le domaine, il arrive parfois qu'elle ne maîtrise pas ses sorts. Dans l'ensemble, elle reste à l'image des personnages évoluant dans un environnement scolaire. Elle a 2 meilleures amies, Maritza qui ignore qu'elle est une sorcière, et Harvey dont elle est amoureuse. Et évidemment, comme toute lycéenne américaine qui se respecte, elle a une rivale, Cassandra, qui est elle aussi une sorcière, et pas n'importe laquelle, puisqu'elle est la nièce de la reine des sorcières, Enchantra. Elle se considère comme la meilleure jeune sorcière qui existe, surtout car elle est née dans une famille de sorciers reconnus. Et ça, elle ne manque pas de le rappeler à Sabrina. Toutes les deux sont en constante compétition pour être meilleure que l'autre. Mais au fil du temps, cette rivalité finit par s'atténuer. Il arrive même parfois qu'elles s'entraident. Mais avant d'en arriver là, il a fallu que Sabrina la supporte au lycée, mais également dans le monde des sorciers. Surtout que bizarrement, elle et Cassandra sont les 2 seuls élèves de l'école de sorcellerie. Bien, mettez-vous par 2 et choisissez un partenaire. Mais Cassandra et moi sommes les seuls élèves de la classe. Comme ça, le choix est plus vite fait, non ? Bizarre comme école, mais du coup c'est assez difficile pour Sabrina de faire la part des choses entre ces 2 mondes. Surtout que ses profs de sorcellerie sont aussi ses profs du lycée, Madame Mokolos et Monsieur Zomb. Et quand elle rentre chez elle, la sorcellerie n'est pas finie, puisque ses 2 tantes sont aussi des sorcières, Tante Hilda et Tante Zelda. Et vous fiez pas à leur apparence, elles ont plus de 600 ans, mais il y a encore plus vieux. Je vous présente le meilleur personnage de la série, Salem. C'est le chat de la famille Spellman. Il accompagne souvent Sabrina dans ses aventures et a même déjà été son professeur. C'est un des éléments comiques de la série, mais il est aussi la voix de la raison pour Sabrina. C'est un ancien sorcier qui a été transformé en chat par le Conseil des sorciers après avoir essayé de conquérir le monde. On le voit sous forme humaine dans un épisode, mais je peux pas vous garantir qu'il s'agit de sa véritable apparence de sorcier. Cette version du dessin animé n'est pas restée très longtemps à la télé, puis il y a plus de chances que vous soyez plus familier avec la version de 2013 qui partageait l'écran avec un autre succès de l'époque, Shizo.
Cette fois, on parle d'un dessin animé dont le succès s'est rapidement éteint. Pourtant, il a marqué toute une génération. Ce gars-là, c'est Guy. Et oui, c'est lui Shizo. Il l'est devenu en trouvant la bague de sa tante décédée qui était l'ancienne Shizo. Mais fais attention, enfin. Oh, c'était la lampe de tante Agnès. Mais ça ne va pas, c'était la belle porcelaine de tante Agnès. Oh non, et là, c'était carrément tante Agnès. Grâce à cette bague, il peut se transformer en super-héroïne dès lors qu'il prononce cette phrase. Vas-y, ma poulette. Quand il devient Shizo, il possède des tonnes de pouvoirs différents. Super cri, super force, rouge à lèvres laser et tout un tas d'autres gadgets. Au début, ça l'enchantait pas plus que ça d'être Shizo. Pour lui, c'était hors de question de ressembler à une fille. Malheureusement pour lui, le seul moyen de retirer la bague est de mourir. Bon, il existe une exception pour la retirer. Mais il faut que Shizo ait une sœur jumelle et ça ne peut durer qu'une journée. Et ça tombe bien parce que, comme par hasard, Guy a une sœur jumelle. Elle s'appelle Kelly et elle est un peu jalouse de son frère car en tant que super fan de Shizo, elle a toujours rêvé d'être la successeur de sa tante. Mais malgré ça, elle aide quand même Guy à combattre le crime. Son intelligence et ses connaissances sur les pouvoirs de Shizo deviennent indispensables dans les différents épisodes. En plus de Kelly, Shizo peut compter sur Sheila, le super ordinateur. C'est elle qui va avertir l'équipe dès qu'un problème survient en ville. Elles ne sont pas les seules à aider Shizo. Maz, le meilleur ami de Guy, l'accompagne toujours lors de ses missions. Il se considère aussi comme un héros même s'il n'a pas de pouvoir. Il utilise parfois des gadgets et à chaque épisode, il possède une nouvelle identité secrète. On l'a même déjà vu en Wolverine. Avec toute cette aide, Shizo peut combattre le crime à Megadale. Et des problèmes, il y en a dans cette ville. Shizo possède au moins une dizaine d'ennemis. Les plus marquants sont Moctopoulpe, le Givré ou MC Choco. Yo, mademoiselle. J'ai jamais dit qu'ils étaient dangereux. Genre, il y en a un, son pouvoir c'est de faire des bulles avec sa salive. Mais le pire, je pense que c'est Seigneur Yo-Yo. Genre, qu'est-ce qu'il va faire face à Shizo? Pour moi, il y a qu'un seul personnage qui peut être crédible avec un yo-yo et c'est Ladybug. Même les autres méchants le prennent pour un petit. J'ai parfois peur que mes yo-yo soient trop petits et que les autres super méchants ne me prennent pas au sérieux. Je vous rassure tout de suite, c'est vrai. Il en était sourd. Il y a quand même un méchant qui a le mérite de tenir tête à Shizo, et c'est Shizap, un clone maléfique de Shizo tout aussi puissante qu'elle. Comme quoi, il n'y a pas que de l'absurde dans le dessin animé. Même s'il n'y a pas de véritable histoire, il y a quand même un univers bien construit, fortement inspiré par les comics de super-héros. Par exemple, le père policier qui déteste Shizo sans savoir qu'il s'agit de son fils. Ou encore le multivers avec une version masculine de Shizo, Gyutpo. Dans cet univers-là, Guy est une fille qui se transforme en super-héros. Sa sœur Kelly est un garçon et son meilleur ami Maz est une version féminine. Vous trouvez pas ça bizarre de craquer sur une réalité alternative de soi-même? Mais oui, au-delà de ces petites histoires, le dessin animé se veut surtout humoristique, grâce à ses méchants farfelus et les différents jeux de mots que Shizo a tendance à faire. Signal d'alarme, signal d'alarme. Mais le pilier humoristique du dessin animé, ça reste Maz. Vraiment, chaque prise de parole de ce personnage est hilarante. Et franchement, je vous invite à revoir quelques épisodes, vous verrez que c'est encore meilleur que dans nos souvenirs. Les keufs! Mais malheureusement, même si le dessin animé a conquis le jeune public, auprès des adultes, c'est une autre histoire. Dès la diffusion de ce dessin animé, aux États-Unis, une polémique naît à cause du personnage de Shizo. Les parents des enfants regardant ce show estimaient qu'il s'agissait d'un dessin animé faisant la promotion de la théorie du genre. Oui, ils ont vu un garçon se transformer en fille, ils ont paniqué. Et malheureusement, cette polémique est également survenue en France. Il y a même eu une pétition pour arrêter la diffusion. Mais heureusement, la chaîne Gulli refusa de déprogrammer le show, exprimant leur étonnement qu'un tel dessin animé puisse faire polémique. La polémique étant mondiale, le créateur du show, Obi Scott Wade, a même pris la parole, exprimant que Shizo n'est pas transgenre, c'est un garçon, son genre ne change jamais. Malgré tout, la polémique ne s'est pas atténuée et ça a sûrement dû jouer sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule saison. Et je trouve ça dommage, car Shizo était vraiment un très bon dessin animé, avec énormément de messages importants comme l'inclusivité et le sens des responsabilités. Mais pour vous consoler, parlons d'un autre dessin animé marquant de notre enfance. Il porte le nom d'une explosion. Et si je te dis d'où il vient, j'en connais qui ferait pas les malins. Dans un futur proche, l'humanité est désormais consciente de l'existence des aliens. Certains sont même déjà sur Terre, et pour être protégée, la planète peut compter sur le SDC. Enfin, ça c'est ce qu'ils veulent faire croire, car en réalité, les aliens sont en majorité bienveillants. La propagande du SDC a pour but de camoufler leur expérience sur les aliens. Tout ça dans le but de conquérir l'espace. Le seul moyen de les arrêter repose sur Linus et Boom. Leur but est d'empêcher le SDC de capturer des aliens et les renvoyer chez eux. Et pour être plus précis,
récit, Boom est venu sur Terre pour arrêter numéro 9, l'homme à la tête du SDC. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer, mais Boom est un alien qui a atterri sur le balcon de Linus. Depuis, il vit chez lui et côtoie la même école sous la forme d'un humain pour ne pas se faire repérer. D'ailleurs, j'étais le seul à pas aimer sa forme humaine. En tout cas, c'est grâce à Linus et sa montre de cire que Boom peut se transformer en humain ou en alien. Cette montre lui permet aussi d'aider Boom lors de ses missions, en utilisant des gadgets ou en ouvrant des portails pour que les aliens rentrent chez eux. Cette montre lui a été donnée par le Dr K. C'est l'ancien détenteur de la montre de cire. Et dans sa jeunesse, accompagné du père de Linus, il faisait en sorte de prouver au monde que les aliens ne sont pas des êtres maléfiques. Aujourd'hui, Linus et Boom ont pris la relève, mais ils ne sont pas tout seuls. Avec ses amis, ils forment le club d'astronomie et ils se battent ensemble contre le SDC. Dans l'équipe, on retrouve Monroe, le geek de la bande. Il reste souvent dans le labo du Dr K pour repérer les faits et gestes du SDC ou si un alien rôde en ville. Il y a aussi Taki, et vous fiez pas à son apparence, mais c'est un petit génie. Il adore inventer des tas d'objets et il est souvent sur le terrain avec Linus et Boom. Et bien sûr, pour les accompagner, on retrouve aussi Iris. Elle déteste le SDC et c'est en aidant Linus dans sa mission qu'elle découvre qu'elle est capable de comprendre les langues aliens grâce à ses dons de télépathie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leurs ennemis est principalement le SDC, mais plus précisément deux agents, Chase et Sanborn. Le meilleur et le pire en même temps. Pas besoin de vous dire qui est qui. Chase, on peut toujours compter sur elle. Avant l'arrivée de Sanborn, elle avait aucune défaite à son actif. Elle maîtrise parfaitement ses armes et possède de bonnes capacités physiques. Mais depuis que Boom est arrivé, elle en a fait une obsession. Elle l'appelle même la tomate transgénique. Et franchement, elle aurait pu l'attraper si elle avait pas comme coéquipier Sanborn. C'est le pire agent qui existe. Plus bête, t'en trouveras pas. Il passe son temps à draguer Chase ou à essayer de prouver qu'il est bon. Mais en mission, c'est pas trop ça. Il lui arrive que des malheurs. Je suis même pas sûr qu'il soit capable de courir plus de 5 minutes. Encore s'il était sympa, ça aurait pu passer. Mais Chase le déteste. Elle passe son temps à l'appeler l'idiot et franchement, on peut pas lui donner tort. Si vous vous demandez comment il a fait pour rentrer au SDC, c'est tout simplement parce qu'il est le neveu de numéro 9. Comme quoi, depuis petit, on nous apprend que le piston, c'est ce qui marche le mieux. Numéro 9, lui, on le voit pas très souvent dans la série. Mais dans le dernier épisode, il met enfin son plan en place, le rayon Oméga. Une arme capable de détruire plusieurs planètes. S'ensuit alors une bataille finale épique entre le SDC et l'équipe de Linus et Boom. Linus a même réussi à réveiller le plein potentiel de sa montre après qu'Iris se soit fait tirer dessus. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il l'a toujours aimé. Alors que depuis le début, Iris lui fait que des appels de phare. Comme quoi, si vous voulez pécho, prenez des risques. On se rend compte aussi que Chase et Sanborn ne sont pas aussi méchants qu'on le pensait. Chase commence à se demander si les aliens en veulent vraiment aux humains ou si le véritable ennemi ne serait pas plutôt le SDC. Elle essaiera avec son coéquipier d'arrêter numéro 9 et ils y arriveront. Du coup, Boom a enfin accompli sa mission et le SDC est débarrassé de numéro 9. Pour le remplacer, c'est désormais numéro 8 qui est aux commandes. Et le dessin animé nous laissera sans réponse avec cet énorme cliffhanger. Comment ça m'énerve quand ils font ça? C'était pareil pour Spectacular Spider-Man. Et dites-vous que j'attends toujours la suite. Mais bon, malheureusement, parfois, faut accepter que ces dessins animés appartiennent au passé et que le seul moyen qu'ils continuent à vivre est qu'on se souvienne d'eux. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Vous vous en souvenez.